La polémique prend de l'ampleur autour du statut du fœtus. Un amendement crée un délit involontaire d'interruption de grossesse. C'est une remise en cause de la loi sur l'avortement, disent ses détracteurs. Réaction politique dans ce journal. L'affaire Flactif avec la première confrontation de David Tia et de ses 3 complices. Ils ont été entendus au palais de justice d'Annecy. 1 milliard de passagers à grande vitesse. 22 ans après sa mise sur les rails, le TGV est devenu le fleuron de la technologie. Il a changé le mode de vie des Français. Le Conseil national de l'UMP, au-delà des querelles personnelles, une question semble unir les ténors du parti, la question de la laïcité. Jean-Pierre Raffarin qui annonce une disposition législative sur le respect de la laïcité. Mathieu Chédid, le digne fils de son père, s'est fait un prénom, il s'est même fait une lettre, la lettre M, pour son nouvel album qui signe sa maturité. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette polémique qui agite la classe politique, le monde médical et les associations de défense des droits des femmes, mais tourne autour du statut du fœtus. Tout commence hier par le vote d'un amendement. L'Assemblée nationale crée un délit qui n'existait pas jusqu'à présent, le délit d'interruption involontaire de grossesse par maladresse, imprudence ou négligence. Ses adversaires y voient une brèche dangereuse qui pourrait remettre en cause le principe même de la loi sur l'IVG. Nous y reviendrons dans un instant, nous reviendrons sur ces réactions, mais par souci de clarté, voyons d'abord que dit la loi, que font les magistrats lorsqu'ils sont confrontés à la question du statut du fœtus. Dominique Verdaillan. En 97, le chauffard de cet accident avait été condamné. D'abord pour avoir blessé involontairement une femme enceinte. Ensuite pour avoir provoqué la mort du fœtus de 6 mois qu'elle portait. Condamnation annulée depuis par la Cour de cassation. En juin 2001, les magistrats ont considéré que le délit d'homicide involontaire ne peut être appliqué à l'enfant à naître. Par 3 fois en 4 ans, les hauts magistrats ont fait sur cette question la même réponse. Le fœtus n'est pas une personne, il n'a pas d'existence juridique. Le texte d'hier donne naissance à un délit caractérisé, l'interruption involontaire de grossesse provoquée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité. Pour le comité d'éthique, ce qui est condamnable, c'est le silence du droit. L'absence de droit d'un fœtus dans le ventre de sa mère et que cette absence de droit aboutit à ce que la femme enceinte soit dans une situation identique à celle d'une femme non enceinte. Ça me paraît être une situation radicalement différente. C'est un délit qui pourrait aussi, j'allais dire, se retourner contre des médecins, car l'année... Alors, effectivement, je suis tout à fait conscient, mais il ne faut pas non plus que les médecins raisonnent en termes corporatistes. Je considère que la négligence d'un médecin qui aboutirait à la perte d'un enfant devrait faire l'objet d'une incrimination. Cette responsabilité médicale dans la mort d'un fœtus sera justement évoquée le 10 décembre prochain devant la Cour européenne des droits de l'homme. Une patiente avait perdu au 6e mois de sa grossesse son enfant. Responsable, un médecin. Mais au regard du droit français, responsable, mais pas coupable. Tout au long de la journée, les réactions se sont enchaînées. Elles sont d'abord d'ordre politique. Pour le Parti socialiste, la création de ce délit remet en cause le droit à l'avortement des femmes. François Hollande va jusqu'à s'adresser au Premier ministre. Quant au garde des Sceaux, il ne tolérera pas qu'on remette en cause l'IVG. Nous écoutons tour à tour François Hollande et Dominique Perben. Il y a eu, de la part de députés UMP, la volonté de céder à des groupes de pression organisés qui n'ont jamais accepté l'IVG. C'est pourquoi... face à ce risque de malentendu, face à ce glissement de la législation, face à cette remise en cause, moi je dis très nettement les choses. Il faut que le Premier ministre retire cet amendement lorsqu'il reviendra au Sénat en seconde lecture. La polémique qui est lancée depuis ce matin par le Parti socialiste est absolument indigne. L'amendement Garot qui a été adopté cette nuit par l'Assemblée nationale ne limite en rien le choix des femmes en matière d'IVG. Ça n'a absolument rien à voir. Voyons maintenant comment les associations de défense des droits des femmes réagissent à cet amendement. Le milieu médical est concerné au premier plan, car s'il y a délit d'interruption involontaire de grossesse, ce sont les gynécologues, les praticiens qui pourraient être poursuivis pour maladresse ou pour imprudence. Le point, Laurence de Cherve. Alors j'ai pris un petit peu de placenta chez une dame chez qui un risque... Dépister les malformations avant la naissance nécessite des gestes médicaux souvent délicats. Des risques spontanés de fausses couches jusqu'à
1%, comme ici pour l'amniosynthèse. Alors pour les gynécologues, ce délit d'interruption involontaire de grossesse, c'est une nouvelle menace de poursuite judiciaire. Là maintenant, il y a un risque de poursuite au pénal et il y a fort à parier que dans les jours qui viennent, l'accès à ce type d'acte soit très nettement restreint, parce que je pense que des médecins vont cesser simplement de pratiquer ces actes. Reconnaître un délit, même involontaire, envers un fœtus serait une façon de donner un statut de personne à l'embryon. Pour les associations féministes, c'est donc remettre en cause l'interruption volontaire de grossesse. Si on reconnaît des droits au fœtus, à ce moment-là, l'interruption volontaire de grossesse risque d'être supprimée et d'être considérée comme un crime, un homicide. Face à cette ruée de critiques, le député UMP de Gironde, à l'origine de cet amendement, adopté hier par une assemblée presque vide, se défend. Pour lui, il s'agit juste de combler un vide juridique. Donc on ne pourra engager la responsabilité qu'en cas de faute particulièrement caractérisée, c'est-à-dire l'erreur médicale grossière. Il n'y a rien à voir avec une lutte contre l'avortement. Ce n'est pas du tout le cas. Mon texte ne remet en aucune façon en cause l'interruption volontaire de grossesse. Ce texte pourrait ouvrir une brèche aux opposants à l'avortement qui manifestaient encore hier soir. Quant au mouvement féministe, ils espèrent que le Sénat rejettera cet amendement en janvier prochain. Dans l'affaire Flactif, depuis ce matin, sont confrontés pour la première fois David Otia, qui, vous le savez, est revenu sur ses aveux, et ses 3 complices présumés à un huis clos qui se déroulait au palais de justice d'Annecy autour de ce dossier macabre. Les 5 membres de la famille Flactif ont été assassinés dans leur chalet familial. Benoît Guédret, Olivier Jacquelin. Il avait avoué le meurtre des 5 membres de la famille Flactif. Aujourd'hui, David Otia, coiffé ici d'un bonnet, a nié tout en bloc. Pour la première fois depuis son arrestation, il a retrouvé sa compagne et un couple d'amis, tous mis en examen. 8 heures de confrontation, pendant lesquelles David Otia s'est enfermé dans un mutisme total. Il nie, c'est-à-dire qu'il reconnaît une toute petite partie du déroulement des faits, mais pas les faits eux-mêmes, je veux dire pas ce dont on l'accuse. Quelle partie? Il a... Oh, peu importe si vous voulez, ça c'est pas important. Il ne reconnaît pas avoir tué les Flactifs. Ses avocats ont choisi le terrain de la procédure. Ils demandent l'annulation des procès-verbaux de garde à vue. Une défense sur la forme, car sur le fond, les éléments à charge sont accablants. Il y a d'abord son ADN retrouvé dans le chalet des Flactifs, l'arme du crime envoyée à son frère, le lieu où les corps ont été brûlés qu'il a lui-même désigné, sans compter les objets volés retrouvés à son domicile. Reste le rôle plus obscur des 3 autres mis en examen. Ils connaissaient, semble-t-il, les intentions de David Otia, mais ils n'ont rien dit. C'est clair qu'il n'y a pas de complice à la commission du crime d'assassinat, puisqu'ils n'ont pas eu connaissance préalablement à la commission de ces faits. Qu'ils aient été par la suite impliqués dans le déplacement d'une voiture ou dans un fait postérieur au fait, peut-être. Les 2 femmes mises en examen pourraient être théoriquement remises en liberté dès le mois de janvier, car pour non-dénonciation de crime, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois. Une perspective qui choque les familles, qui demandent que ces 2 compagnes soient désignées comme complices. Venons-en à ce procès devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Un policier poursuivi pour avoir fait absorber à une de ses collègues, avant de l'agresser sexuellement, une molécule, le GHB, capable d'endormir la victime pendant quelques heures. Ce produit baptisé drogue du viol ne fait effet en effet que quelques heures, ne laissant à la victime que quelques flashs de son agression. L'accusé qui comparaissait aujourd'hui nie les faits. Le parquet a requis 5 ans de prison. Le jugement sera rendu le 19 décembre prochain. Autre affaire judiciaire, les 3 photographes poursuivis pour avoir pris les photos de Diana la nuit de l'accident ont été finalement relaxés. Des peines de prison avec sursis avaient été requises. Ils étaient poursuivis pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Le père de Dodi Al-Fayed a aussitôt décidé de faire appel. Pendant plus de 30 ans, la France a procédé à des essais nucléaires en Algérie et en Polynésie. Aujourd'hui, un collectif de victimes a décidé de porter plainte pour homicide involontaire. Des victimes qui veulent savoir et attendent de l'État reconnaissance et réparation. Yvan Martinet, Romain Potoki. 1960-1996, la France procède à 210 essais nucléaires, souterrains comme en plein air. Celui-ci, le tout premier dans le Sahara. Une puissance équivalente à 3 fois Hiroshima. Ce jour-là, l'armée a eu recours à 2 jeunes appelés. Parmi eux, Gérard Delac. Il est allé au plus près de l'explosion.
Moi, j'étais au point zéro le jour même avec un officier pour aller planter le drapeau français. Et il y a un hélicoptère qui est passé au-dessus du point zéro en nous disant qu'on était en zone contaminée et qu'il fallait sortir de là. 43 ans plus tard, il en est à sa 10e opération. Il souffre d'un cancer de la peau. Le nombre de cancers chez ceux qui ont assisté aux essais serait 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Mais il y a aussi les leucémies et les malformations congénitales. Aujourd'hui, 2 associations représentant 4500 victimes des essais nucléaires ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Pointés du doigt, les autorités militaires taxées de négligence sur les mesures de protection. J'ai assisté à 2 explosions, aucun suivi. Nous avons quitté la base sans examen médical et depuis on ne nous a jamais contactés. On nous avait mis un dosimètre pour soi-disant mesurer certaines radioactivités. Ce dosimètre, comme beaucoup de vétérans, il n'a pas été réclamé. Et je l'ai là. Sur ces documents de l'époque classés secret défense, les conseils de l'armée. Exemple, garder ses mains dans les poches durant les essais. Aujourd'hui encore, le ministère de la Défense ne souhaite pas en dire plus. La nuit dernière, un incendie à Vitry-sur-Seine a détruit 2 entrepôts. 150 pompiers ont lutté contre les flammes. Toutes les personnes vivant aux alentours ont été évacuées par précaution. L'origine du sinistre est inconnue. Les entrepôts contenaient des matières plastiques et des matières alimentaires. Et puis on apprend à l'instant qu'au moins 3 des 4 nouveau-nés dont les cadavres avaient été retrouvés près de Mulhouse il y a une semaine, ces 3 nouveau-nés ou ces 4 nouveau-nés auraient la même mère selon les premiers résultats d'analyse ADN. Plusieurs milliers de foyers sont encore privés d'électricité. Des chutes de neige hier dans les Alpes ont provoqué la rupture de nombreuses lignes à haute tension et ces incidents, toutes proportions gardées, font repenser à la panne de courant qui a paralysé l'Italie en septembre dernier avec cette question: un tel désastre pourrait-il se produire en France? Élément de réponse, Martin Gouès. Un arbre qui touche des câbles électriques et c'est la panne. Une neige mouillée et lourde tombée hier soir a ainsi privé d'électricité 100 000 foyers dans les Alpes. Il a donc fallu revenir aux vieilles méthodes. La nuit dernière, sans électricité, à la bougie, tranquille, on a déjeuné au jus de fruits ce matin, et puis biscottes, et puis voilà. Des maisons plongées dans l'obscurité, une panne qui tombe mal, car paradoxalement ce matin, le gouvernement tirait les leçons de la canicule, avec dans les esprits la grande panne qui avait privé toute l'Italie d'électricité au mois de septembre. Une telle situation peut très bien se produire en France parce qu'on n'est pas à l'abri d'un mode commun qui conduit à un écroulement complet du système électrique. Le plan grand froid du gouvernement table sur une meilleure prévision de la consommation selon la météo. L'alerte est donnée dès que la température est négative 2 jours de suite. Et en cas de surconsommation, la liste des clients prioritaires sera revue. Je suis très attentive à ce que le plan concernant les délestages soit actualisé, modernisé, que toutes les personnes qui doivent être à l'abri d'éventuels délestages puissent l'être, je pense notamment les maisons de retraite, les maternités. Un plan qui s'attache plus à la consommation qu'aux incidents dus aux intempéries. Dans les Alpes ce soir, 300 foyers sont encore dans le noir. Bruxelles met EDF sur la sellette et pourrait réclamer le remboursement de près de 900 millions d'euros d'avantages fiscaux dont aurait bénéficié l'entreprise publique française. Une affaire à suivre. 1 milliard de voyageurs ont pris le TGV à ce jour, un record ou plutôt un cap pour la SNCF qui célébrait en grande pompe aujourd'hui l'événement. Un événement tricolore, le TGV le fleuron de la technologie française. Le train à grande vitesse a été mis en service il y a 22 ans. Pour Louis Gallois, le TGV a changé l'image de la France et a changé les Français. En tout cas, il a considérablement amélioré le mode de vie de ses passagers qui empruntent chaque jour les voitures oranges. Vincent Fourcade. Septembre 1981, un bolide orange file à 260 km/h. Le train à grande vitesse est lancé. TGV, le pari fou des années 70, concurrencer l'autoroute et l'avion, alors en plein essor. C'est vers le sud que les premiers trains roulent. Paris-Lyon, 2h40 de trajet, 1 heure d'économiser et des premiers témoins qui n'en reviennent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très beau, très bien. Oui. Ça change quelque chose pour la région? Oh là 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 là, du tout au tout là. 26 allers-retours et 10 000 passagers par jour, les débuts sont prometteurs et peu à peu, TGV s'implante en France. Mars 89, il n'est plus orange mais bleu, voilà le TGV Atlantique qui fait son apparition. Je marque les temps de passage et je peux me rendre compte que nous roulons à 300 à l'heure
je constate que nous faisons 10 km en 12 secondes. 300 km à l'heure, la nouvelle vitesse de croisière du TGV. Les villes semblent alors se rapprocher un peu plus. Il faut 2 heures en tout, donc on va y arriver dans une petite heure. On va déjeuner à Nantes et on revient. Des TGV vers le sud, l'Atlantique, puis vers le nord et l'étranger. La France compte aujourd'hui 1500 km de lignes à grande vitesse. 600 TGV, 200 000 passagers par jour. TGV à 22 ans, il séduit toujours autant. Ça change la vie des gens, ça rapproche les gens, les entreprises, ça permet de vivre mieux au quotidien. Il y a parfois des retards, mais globalement c'est une excellente machine et un excellent moyen de transport. Depuis son lancement, TGV a transporté 1 milliard de passagers et la SNCF prévoit déjà de fêter le 2e milliard dans une dizaine d'années. Chaque jour, 200 000 voyageurs prennent le TGV. Ce réseau à grande vitesse met à 1 heure de la capitale des villes comme Lille ou Le Mans. Désormais, certains empruntent quotidiennement le TGV comme d'autres prennent le métro. Ils viennent travailler à Paris. Stéphane Despinois, Gabriel Camire. Des potrons minés, les navetteurs sont sur le quai. Les navetteurs, ce sont ces voyageurs qui ont choisi de prendre le TGV comme d'autres prennent le métro. Chaque jour, ils font l'aller-retour entre Le Mans et Paris-Montparnasse, 2 fois 54 minutes de trajet. C'est plutôt sympathique. On a tous les avantages de la capitale pour le travail et tous les avantages de la province pour la vie quotidienne. Bon, moi, il fallait que je trouve une commune qui soit à peu près 1 heure de TGV de Paris, donc je n'avais pas énormément de choix. Et mon choix s'est porté sur Le Mans parce que c'est une ville qui, depuis une vingtaine d'années, je dirais son image s'est beaucoup améliorée. Le TGV passe au Mans 17 fois par jour et la ville a bien su tirer bénéfice de sa proximité avec la capitale. Création d'une technopole accolée à la gare, les entreprises historiques comme les mutuelles du Mans sont restées et d'autres ont été attirées. En ce qui concerne, si vous voulez, les entreprises, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'intérêt à venir au Mans s'installer parce que les loyers sont moins chers et on trouve aussi des bureaux plus facilement. De l'espace, ce centre qui gère les appels des abonnés d'un opérateur de téléphonie mobile en a trouvé. 600 salariés travaillent ici. Ça vous fait 19 € de remise. Les dirigeants n'ont pas hésité longtemps avant de s'implanter il y a 1 an et demi. Être au Mans facilite la vie des clients de cette entreprise. Ils viennent nous voir dans la demi-journée. Ils prennent un TGV le matin vers 8 h qui les amène à 9 h. Ils sont sur site et à 14 h, ils sont de retour dans leur bureau à la Défense. Le Mans redoute maintenant d'être contourné par le TGV. D'ici 10 ans, une nouvelle ligne sera construite au sud de l'agglomération mancelle et permettra au TGV de filer encore plus vite vers la Bretagne. D'ici là, Le Mans fera donc tout son possible pour se rendre incontournable. Les chiffres du chômage avec une légère hausse de 0,2% le mois dernier. Au total, ce sont 2 440 000 personnes qui sont demandeurs d'emploi. Sur un an, le nombre de chômeurs a augmenté de 7%. Ceci nous amène à évoquer le sort de ces cadres qui sont à la recherche d'un emploi. Ils sont 250 000 en France. Ils n'ont pas toujours été préparés à affronter cette situation, comme le montre l'exemple de cette femme cadre moyen qui vit à Lyon. Reportage François Baudonnet, Chloé Lecomte. La semaine prochaine, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 rendez-vous. Son agenda ne désemplit pas et pourtant depuis 8 mois déjà, Violaine est sans travail. Lorsqu'elle a quitté son poste de cadre en ressources humaines, elle savait que ce serait long et difficile, mais pas à ce point. C'est tout un travail de longue haleine, il faut se mobiliser tous les matins. Donc oui, c'est quand même étonnant que ça soit si long, compte tenu aussi de toute l'énergie et de toutes les démarches que je peux faire. Et de l'énergie, elle en déploie beaucoup. Oui, bonjour madame. 300 coups de téléphone par mois, une recherche très organisée basée sur un réseau de connaissances. Et pourtant, malgré son diplôme de Sciences Po et 12 années de réussite professionnelle, cela ne marche pas. Car pour les cadres, la situation de l'emploi ne s'améliore pas. Après une année 2002, la plus mauvaise depuis 10 ans, le nombre d'inscrits à la NPE vient encore d'augmenter de 16%. Aujourd'hui, un cadre au chômage sur 3 l'est depuis plus d'1 an. Il faut viser là où vous... Pour continuer à se battre, Violaine a donc décidé de rejoindre une association de cadres au chômage. Des cols blancs qui ont souvent bien du mal à reconnaître qu'ils ont besoin d'aide. Plus on tombe de haut, plus on se fait mal, c'est typiquement ce qui se produit. Plus le niveau de responsabilité est important dans la fonction occupée, plus l'interruption de l'activité est difficile à vivre pour le cadre. Avec ses 40 heures de recherche par semaine, Violaine reste confiante, les annonces sont un peu plus nombreuses et surtout, elle a un rendez-vous décisif la semaine prochaine.
La compagnie Air Littoral attend un repreneur. La société italienne Seven Group, repreneur désigné, n'a pas encore versé les fonds nécessaires. Elle a jusqu'à mardi pour injecter ces 11 millions d'euros qui donneraient une chance à la compagnie aérienne régionale. Politique avec le Conseil national de l'UMP, dans un climat occupé ces derniers jours par les petites phrases d'un Nicolas Sarkozy ne cachant pas ses appétits présidentiels. Le parti de la majorité s'est retrouvé autour de la question de la laïcité. Alain Juppé et le ministre de l'Intérieur ont même montré quelques signes tangibles de rapprochement. Et c'est Jean-Pierre Raffarin qui, à la tribune, s'est prononcé pour une disposition législative afin de protéger les femmes du fondamentalisme. Arnaud Boutet, Christian Gallet. À peine arrivé, Alain Juppé tient à clarifier sa position vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Donc pas de rivalité. Non, moi je ne suis pas en rivalité de toute manière. Voilà. On a plein de choses à réussir ensemble, dit l'affiche. Parlez surtout de laïcité. Faut-il une loi pour interdire les signes religieux à l'école? À l'heure des grandes retrouvailles entre les frères ennemis, les sourires se figent à la tribune et les positions semblent diverger. Une loi de prohibition de toute forme d'insignes, fût-elle les plus discrets, serait injuste à leur endroit. On ne va quand même pas faire enlever la médaille de baptême de la petite. Je crois au contraire que permettre aux enseignants de s'adosser à un texte clair, ça leur facilitera le travail de médiation avec ces jeunes filles. Finalement, Nicolas Sarkozy recule et accepte le principe d'une loi contre le port du voile à l'école. Quelques heures plus tard, Jean-Pierre Raffarin remet ça, légiférer, pourquoi pas. La décision législative que nous choisirons sera bonne si elle protège les femmes, toutes les femmes, de toutes les contraintes du fondamentalisme. Et dans les couloirs, on évoque aussi le cas Sarkozy, candidat officieux en 2007. Certains l'appuient, d'autres pas. Alors là, je suis 100% Sarkozy, ne cherchez pas. Là, je suis réellement l'homme à Sarkozy, si vous voulez. Penser en 2003 à la présidentielle de 2007, ça relève, à mon avis, de la fantaisie. Au Congrès national de l'UMP, on a beaucoup parlé des régionales, en pensant aussi à une autre étape, une autre échéance, la présidentielle. L'épouse du président de la République, jusqu'à présent, s'exprimait à la télévision sans pour autant que son temps de parole soit décompté pour la majorité. Or, le CSA a décidé, après le passage de Bernadette Chirac à une émission fin septembre, de compter 7 minutes au profit de la majorité parlementaire, et ce, par respect du pluralisme. C'est au titre de conseillère générale de Corrèze et pour des propos en tant qu'élu de la majorité que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué. 10 ans après la création du SAMU social, Jacques Chirac, à l'occasion de l'anniversaire de ce dispositif qu'il a contribué à créer avec Xavier Emmanuelli, a souhaité renforcer, renouveler la lutte contre l'exclusion en rendant, je cite, effectif le droit au logement. À partir d'aujourd'hui et pendant 2 jours, les banques alimentaires, comme chaque année, font appel à la solidarité des Français pour collecter des denrées non périssables. 80 000 bénévoles dans toute la France vont récolter ces denrées qui permettront ensuite à ces banques alimentaires de fournir 60 000 tonnes de conserves, de légumes et de plats cuisinés. L'actualité internationale avec les retombées du voyage éclair du président américain à Bagdad. D'abord, voyons en Irak comment cette visite surprise a été ressentie. Un voyage dans le plus grand secret dont les Irakiens n'ont eu connaissance qu'une fois le président reparti. Comme en écho à cette apparition inattendue, c'est Hillary Clinton qui est arrivée aujourd'hui à Bagdad. Reportage Yasmina Farber, Didier Dahan. Dans les rues de Bagdad, une petite manifestation d'Irakiens venus de plusieurs provinces. Ils réclament une démocratie et dénoncent les actions terroristes. Ils ne sont pas hostiles à George Bush. Cette visite éclair ne les choque pas. Bien sûr, il est le bienvenu. Il nous a libérés. Autour d'un thé, les habitants de Bagdad tuent le temps, un peu désabusé. Ils voudraient du travail, de la sécurité. Le président des États-Unis leur semble bien distant. Sa visite a été très rapide. Il est parti très vite. Personne ne l'a vu. Il faut qu'il vienne rencontrer le peuple irakien pour connaître ses besoins. Les images de cette visite sont passées en boucle sur Al Jazeera. Pas de commentaires insolents, la chaîne du Qatar redoute d'être expulsée de Bagdad par les Américains. Mais l'équipe de journalistes n'est pas dupe. L'image de Bush avec ses soldats, ce sont des points gagnés dans les sondages. Le président Bush prétend que l'Irak, ce qu'il a fait en Irak est le plus grand exploit de son mandat. Probablement, le but était de l'exploiter pour sa candidature pour le 2e mandat.
George Bush a probablement précipité sa visite pour coiffer Hillary Clinton sur le poteau. La sénatrice démocrate est elle aussi venue remonter le moral des troupes. Tout comme le président, elle ne sera restée que quelques heures sur le sol irakien. La campagne présidentielle américaine qui se joue depuis 48 heures à Bagdad laisse évidemment les Irakiens perplexes. Ils ont bien compris que ces coups médiatiques ne changeraient rien à la situation politique de leur pays. Un peu plus de 2h30 d'une visite savamment orchestrée à Bagdad. Comment donc le déplacement d'un président américain peut-il s'organiser et se dérouler dans le plus grand secret? Voyons avec Claude Sampère les temps forts de ce voyage si confidentiel que même les parents du président l'ignoraient. Air Force One de retour au Texas la nuit dernière. Il est 4 heures du matin, le président Bush a le sourire. Il vient de réussir un incroyable tour de force, son voyage à Bagdad dans le plus grand secret. Tout commence 48 heures plus tôt à Crawford, dans le Texas. Le président est censé y passer, comme chaque année, la grande fête américaine de Thanksgiving dans son ranch. La presse accréditée est là, avec les parents du président. Ici, d'habitude, chaque déplacement du président se fait sous forte escorte, et ça ne passe pas inaperçu. Mercredi soir, 19h, le président embarque dans une voiture banalisée, avec une escorte réduite au strict minimum, et sur le chemin de l'aéroport, il se retrouve même bloqué dans des embouteillages. 19h27, Air Force One décolle pour Washington. Motif officiel, l'avion doit subir des réparations. Très peu de personnes savent que le président est à bord. À 23h à Washington, sur une base militaire, le président embarque dans un deuxième Air Force One identique au premier. Une casquette de baseball sur la tête, le président monte à bord par la porte arrière. Avec lui, quelques journalistes triés sur le volet. Ils ont interdiction formelle de téléphoner. Emmener le président dans une zone de guerre, dans le secret le plus complet, j'en revenais pas, c'était vraiment incroyable. Au-dessus de l'océan Atlantique, alors que le président dort, le voyage secret est à 2 doigts d'être démasqué. Un avion de ligne de British Airways reconnaît Air Force One et l'appelle à la radio. Le commandant de bord ne panique pas, il répond en donnant une fausse identité. La dernière partie du voyage, la plus périlleuse, celle sur les terres. L'avion et son escorte sont alors repérables par tous les radars des pays survolés. S'agissant du secret du passage d'un avion tel qu'Air Force One, il est évident que cela dépend de la bonne volonté des États survolés et de la nécessité de garder cette information à un niveau militaire, c'est-à-dire à un niveau de secret d'État. À Bagdad, à l'aéroport, 600 militaires se préparent à fêter Thanksgiving. Il est 17h31, l'avion du président atterrit, tout feu éteint. Les services de sécurité peuvent respirer. Le pari est gagné. L'invité surprise est bien arrivé à Bagdad. À Londres, un suspect présumé appartenir à Al-Qaïda et potentiel candidat à un attentat suicide a été interrogé aujourd'hui par la police antiterroriste. La Grande-Bretagne qui craint depuis des semaines d'être la cible d'attentats à Londres. Laurent Boussier. Les images en noir et blanc d'une caméra de surveillance. Il est 1h04 la nuit dernière quand une cinquantaine de policiers investissent un appartement dans le centre de Gloucester, une ville de l'ouest de l'Angleterre. Une perquisition qui fait suite à l'arrestation quelques heures auparavant de cet homme, Saji Mohamed Badat, 24 ans, britannique d'origine pakistanaise et étudiant dans ce collège islamiste. Chez lui, les policiers ont découvert une petite quantité d'explosifs et de quoi fabriquer des chaussures piégées, comme celle de Richard Reed, l'homme qui avait tenté de faire exploser en vol un avion d'American Airlines en décembre 2001. L'enquête qui se poursuit devra révéler l'étendue et la nature des activités des individus arrêtés. Selon la presse, Saji Badat serait passé par un camp d'entraînement d'Al-Qaïda au Pakistan et son arrestation serait liée à un risque d'attentat suicide sur le sol britannique. Tout ça, c'est faux, répond Abu Hamza, un des leaders extrémistes de la communauté musulmane. Des gens ont été arrêtés par dizaines de milliers en Europe et en Grande-Bretagne. Cela fait partie du complot et de la propagande contre les musulmans et l'islam. En attendant, l'enquête continue. Ce soir, 2 nouvelles maisons de Gloucester étaient perquisitionnées. Saji Badat, lui, a été transféré la nuit dernière dans ce commissariat de haute sécurité au centre de Londres, où il est depuis interrogé par les enquêteurs de Scotland Yard. Des policiers qui, en vertu d'une nouvelle loi antiterroriste, ont maintenant 7 jours pour le faire parler. À Calais, dans la région lilloise, quelques 130 000 bouteilles d'alcool de contrebande ont été saisies. C'est d'abord dans un camion qu'un premier chargement a été décelé, puis un entrepôt clandestin a été découvert. Une opération exceptionnelle.
Pour que les animaux de compagnie puissent voyager à l'intérieur de l'Union européenne, la Commission européenne mettra en place d'ici quelques mois un passeport destiné à prouver que chiens, chats et autres animaux ont été vaccinés contre la rage. Jean-Paul Chapelle, Christian-Marie Monod. Le chien, le chat et le furet. C'est la dernière fable des fonctionnaires de Bruxelles qui ont répertorié les animaux de compagnie. La morale de l'histoire, c'est qu'ils devront être désormais munis d'un passeport pour pouvoir voyager dans l'Union européenne. Obligatoire dès l'été prochain, il aura l'aspect extérieur de nos documents officiels, avec à l'intérieur le carnet de vaccination. Je trouve qu'il y a déjà le carnet de santé, donc qu'est-ce que ça va changer? Ça va rien changer. Je pense que c'est très bien, c'est une sécurité supplémentaire, et surtout pour les animaux et pour les maîtres en même temps. Principal objectif du passeport, fournir la preuve que l'animal a bien été immunisé contre la rage. C'est une maladie qui, grâce à la vaccination des renards, a disparu en France. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, dans les pays où un peu plus à l'est, il y a encore énormément de cas de rage. Et avec l'ouverture de l'Europe, on n'est pas à l'abri d'un retour rapide de la rage. Sur le passeport, la photo de l'animal est facultative, mais reste obligatoire pour l'identifier un tatouage ou une puce électronique. Fourni par le vétérinaire, le passeport ne devrait pas coûter plus que l'actuel justificatif. 50 € environ pour le vaccin contre la rage. Le passeport sera accepté partout en Europe, sauf dans 3 pays, Grande-Bretagne, Irlande et Suède, continueront d'exiger des contrôles plus sévères. Le Salon du Cheval avec pour cette 32e édition une démonstration des meilleurs cavaliers d'obstacles de 12 nations qui disputeront un concours hippique international, un spectacle de gala avant l'ouverture à partir de demain de ce salon qui se tiendra à la porte de Versailles. À l'occasion de ce salon, pour la première fois, des enfants autistes participeront à la cérémonie d'ouverture dimanche du concours de saut d'obstacles. Ils porteront les couleurs des nations et feront leur entrée dans la carrière à poney, une façon de souligner le rôle du cheval comme thérapie pour ces enfants qui ont bien du mal à communiquer. Nathanaël de Rinxin, Dominique Bonnet. Pauline et Gabriel ne sont pas des enfants tout à fait comme les autres. Comme 80 000 personnes en France, ils sont autistes. Pour eux, caresser le museau d'un cheval constitue un obstacle parfois bien difficile à surmonter. Patiemment, le directeur du concours guide les enfants. Ils viennent repérer les lieux. Dimanche, Pauline, Gabriel et 10 autres enfants autistes vont défiler à dos de poney pour inaugurer le concours de saut d'obstacles devant 5000 personnes. Un sacré exploit pour ces enfants qui entendent ainsi prouver au monde que le cheval peut les aider à surmonter leur handicap. Ça fait 4-5 mois que je les suis et ils sont de plus en plus épanouis à voir les animaux et nous, ça nous fait plaisir. Et puis si on peut les aider à s'épanouir à travers notre sport, on va continuer avec eux. Une fois par semaine, les enfants se rendent au Poney Club d'ici les Moulineaux. Pour les autistes, chaque geste de la vie quotidienne peut rapidement sembler insurmontable. Si certains autistes parlent, d'autres n'expriment leurs émotions que par des cris. Alain, le directeur du centre, séance après séance, leur apprend à mieux connaître les poneys et à communiquer. Pour eux, c'est un monde tout à fait nouveau qu'ils découvrent et l'objectif de ces projets d'accompagnement et d'intégration, c'est de leur permettre de bénéficier de tout ce qui peut exister dans la vie, de faire des rencontres heureuses et d'éprouver beaucoup de plaisir, notamment à cheval. S'il est encore trop tôt pour parler d'équithérapie, les progrès des enfants au contact des poneys sont incontestables. Les jeunes cavaliers se montrent de plus en plus autonomes. C'est quelque chose d'assez nouveau pour eux de décider de démarrer, tout ça, d'être seul un peu à diriger quelque chose, même si on est là à côté d'eux, c'est quand même très différent et donc c'est quand même très important pour eux, je pense. Grâce à l'équitation, les enfants autistes entrevoient désormais de nouveaux horizons. À quelques semaines des vacances de Noël, premier préparatif dans les stations de ski, la neige a fait son apparition et on en prend le plus grand soin, comme le montre ce reportage dans les Pyrénées d'Isabelle de Lyon et Olivier Combe. Comme un cadeau de Noël avant l'heure, voici la neige. 50 cm de bonheur pour les Pyrénées. Une belle poudreuse que les dameuses s'empressent de marier avec le sol. Il faut la tasser, la brasser, la lisser. Cette couche-là est celle qui supportera toutes les autres. La garantie d'une bonne saison. L'important, c'est de conserver le manteau neigeux le plus longtemps possible. Donc on va compacter la neige, donc enlever l'air qu'il y a dedans
et faire en sorte qu'elle se tasse et qu'elle devienne compacte. Comme une boule de neige, exactement. On l'appelle l'or blanc des Pyrénées, c'est un capital que les montagnards ont appris à gérer. Ces hommes sont des nivoculteurs. Ils analysent les températures, les vents, l'humidité de l'air, en attendant de pouvoir faire fonctionner les canons à neige. Quand il fait froid, ils rajoutent de l'eau pour durcir le manteau neigeux. Avant l'arrivée des skieurs, ils injectent plus d'air pour fabriquer de la poudreuse. Là, tout est prêt à fonctionner. Là, oui, tout est prêt à fonctionner. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que nous n'avons pas les températures. Ici, nous sommes à +1 à ce niveau, et le plus froid tout en haut, c'est -3, mais c'est tout à fait une température marginale, donc on ne peut pas produire. L'essentiel, c'est que la neige naturelle soit là. Encore 6 jours de travail pour l'Uzardiden avant l'ouverture. Ça correspond en plus au niveau de l'attente de nos clients à un besoin, quoi. On a plus envie de skier en début de saison en ce moment qu'en fin de saison, quoi. Au pied des pistes, les caissières apprennent à éditer les nouveaux forfaits. Mais les skieurs devront attendre encore un peu pour en profiter. Football avec le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA hier soir. Auxerre s'est qualifié en s'imposant à domicile 4-0 face aux Néerlandais d'Utrecht. L'homme clé du match, Djibril Cissé, a marqué 2 des 4 buts victorieux. Pour les 3 autres clubs français en lice, victoire de Sochaux et Bordeaux. Lens par contre a été éliminé. La ville de Cannes et la Croisette en particulier comptera un 3e casino dans quelques semaines, un véritable jackpot pour la ville qui attire une clientèle de joueurs jamais comblée. Jean-Jacques Dufour, Jean-Louis Molin. De Deauville à Cannes, les casinos sont toujours mieux éclairés que les musées. Ils sont aussi plus visités. En 2002, on a comptabilisé plus de 63 millions d'entrées dans les établissements de jeux français. Pour les casinotiers, ça roule. Ça fait un petit peu plus que rentrer dans les musées, tout à fait. Mais on n'y va pas pour les mêmes raisons. D'ailleurs, je crois que notre pays est le pays où il y a le plus de casinos au monde. Oui, il y a à peu près 180 casinos en France. Et la France est le 2e pays où on joue le plus après et loin derrière les États-Unis. Depuis la mise en service des machines à sous, c'était à la fin des années 80, Albert joue tous les jours. Le casino, c'est sa 2e maison. C'est un endroit magique, le casino de machine à sous. Quand on est devant sa machine, on oublie tout. Pour faire basculer le destin, Albert ne compte pas sur le hasard. Ses illusions comme ses jetons, il les a perdus. L'argent que vous gagnez, c'est de l'argent qu'on vous prête, si vous voulez, pour rejouer. Donc on ne peut pas devenir riche? Non. Le jackpot, il est pour l'État, pour les municipalités. Ainsi à Cannes, les 2 casinos déjà en service rapportent chaque année 12 millions d'euros à la commune. Lorsque ces casinos nous rapportent 12 millions d'euros, l'État gagne directement 30 millions d'euros. Et puis finalement, ça doit être un bon contrat, puisque les exploitants de casinos cherchent quand même à avoir des casinos, et puis les milliardaires du monde entier qui viennent à Cannes cherchent à jouer au casino. Donc tout le monde est gagnant, c'est la définition d'un bon contrat. Les milliardaires, ils peuvent préparer la monnaie. La Croisette va s'enrichir d'un nouvel établissement de jeu haut de gamme. Donc ici, la salle des machines à sous, plus de 150 machines. Le salon des jeux traditionnels pour plus d'une dizaine de tables et un salon pour les top VIP. Environ 1350 mètres carrés pour accueillir nos clients. Avec 3 casinos, les Princes, le Pan Beach et la Croisette, Cannes sera l'un des plus grands terrains de jeu d'Europe. Roulette, blackjack, bandit manchot, l'adrénaline va couler à flot. Je me fais très peur, je pars la mort dans l'âme parce que je perds beaucoup d'argent. Pourquoi vous n'arrêtez pas puisque vous vous mettez en danger? Je n'arrête pas parce que je crois que je suis devenu accro. Et malheureusement, les gens accros ne gagnent pas. C'est les gens de passage qui gagnent. Dites, il y a beaucoup de femmes qui jouent. Il y a beaucoup de femmes qui jouent, oui, parce qu'il y a beaucoup de veuves. Veuves, ouvriers, retraités, les casinos se sont démocratisés. Désormais, tout le monde a le droit de perdre la boule. Aujourd'hui, les casinos ne sont plus des endroits où on va uniquement jouer. Les casinos sont devenus des endroits de fête, des établissements de loisirs où on vient passer une soirée. L'année dernière, soirée après soirée, les clients venus s'amuser ont quand même laissé ici ou là 2,5 milliards d'euros. Largement de quoi faire rêver tous ceux qui n'ont pas misé sur le bon numéro. 33 noix Imperi Pack. Johnny Hallyday contraint d'annuler 2 concerts à Bruxelles et à Rouen. Le chanteur souffre d'une fracture à cause d'une mauvaise chute faite mercredi soir. Johnny Hallyday reprendra sa tournée à Douai lundi prochain. Musique avec le nouvel album de Mathieu Chédid. Le digne fils de son père s'est fait un prénom. Il s'est même fait une lettre, la lettre M. Olivier Lenuzza, Laurent Siron. L'univers coloré de Mathieu Chédid. Un éternel ado de 32 ans, devenu récemment papa.
son côté fantasmatique. Une paternité qui a modifié sa façon de composer, d'écrire, de voir le monde. Réalité, un brin magique. C'est l'histoire d'être encore plus à fleur de peau, être en phase avec l'essentiel, avec le côté instinctif animal. Voilà, d'être peut-être un peu plus animal. Un peu plus animal pour un artiste considéré par le public, les critiques, comme une bête de scène. Un peu de gel, et Mathieu le timide devient M, le super-héros. Pendant 8 mois, Mathieu Chédid a peaufiné en studio son 3e album, testé sur scène ses nouvelles chansons. M, un jeune premier à qui tout réussit. En 2000, il rafle 2 victoires de la musique. Interprète masculin de l'année et trophée de la meilleure tournée. M, Mathieu, une histoire de clone, une histoire de clown. Moi, je me sens plus artisan qu'artiste, je dirais que Mathieu est l'artisan et M l'artiste, entre guillemets. Donc c'est vrai que j'ai cherché mon clown. Je pourrais d'ailleurs être un clown noir, un clown blanc, un clown rouge, peu importe la couleur et la forme, quoi. Ce qui est important, c'est le fond, c'est de donner des vraies chansons. Posé dans la vie, extraverti sur scène. J'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais y croire. Il chante les petits bonheurs, les inquiétudes de l'existence en lettres capitales. M, les maudits. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h55, crimes en série avec Pascal Légitimus, 23h40. Le dernier journal, Laurence Piquet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de neige, non pas dans les Alpes, mais au Stade de France. À partir de dimanche, le Temple du foot accueillera une piste de ski et une patinoire.